Bonjour tout le monde. Donc pour commencer à répondre à cette épineuse question, faire plus, faire autant, faire mieux avec moins, on a commencé par s'interroger sur finalement comment on réussit à résoudre cette espèce de défi existentiel qui est de décarboner nos économies. Comment faire ça? La réponse, il n'existe pas de réponse évidente à tout ça. Donc on a cherché. On s'est dit qu'il y a probablement des gens intelligents qui avaient commencé à formuler une réponse là-dessus. Et oui, effectivement, le Shift Project, que vous connaissez peut-être, association qui travaille depuis un certain nombre d'années sur ces questions de décarbonation, s'est penché sur la question et, comme par hasard, ou presque, a mené une expérimentation sur le territoire breton pour essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire de décarboner les économies régionales? Donc c'est ce dont on va se parler ce matin pour cette conférence, où on va d'abord avoir une première présentation synthétique des travaux du Shift Project sur cette expérimentation bretonne. Et ensuite, on aura une table ronde pour essayer d'explorer comment ces idées, comment cet objectif de décarbonation réussit à atterrir sur les territoires concrètement grâce à plusieurs témoignages que je vous présenterai tout à l'heure. Je remercie très très fortement l'ensemble des participants à la conférence pour s'être mobilisés pour nous proposer ce temps de réflexion et de prise de hauteur. Et je cède la parole tout de suite à Valérie David, shifteuse de Brest, qui va pouvoir nous donner un certain nombre, enfin qui va nous faire la présentation des travaux du Shift Project. Bonjour aux uns et aux autres. Donc effectivement, je suis une shifteuse, un vocabulaire un petit peu spécifique, de Brest, c'est-à-dire que je fais partie du groupe des bénévoles qui sont articulés au Shift Project, qui lui est une entité composée et travaillant avec des salariés. Donc nous avons deux statuts tout à fait différents. Et d'abord, je voudrais vous présenter les excuses de Yannick Salman, qui est le chef de projet de la démarche que je vais vous présenter, et qui malheureusement, alors qu'il avait inscrit ça de longue date, et il en est fort mari, n'a pas pu venir ce matin. Donc je le représenterai, étant néanmoins de la région et connaissant un petit peu le sujet, même si je n'aurais peut-être pas exactement la finesse d'approche qu'il aurait pu développer devant vous. Quelques éléments sur mon propos, juste précision, je suis bénévole au Shift, je suis bénévole au Lierre, je suis bénévole dans une association de soutien des personnes en grande fragilité. Je n'ai pas de rémunération par des entreprises ou autres influenceurs, j'ai juste mon traitement de cadre de fonction publique, comme vous, puisque par ailleurs j'ai une vie professionnelle. Quelques éléments sur cette démarche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, le Shift... Alors peut-être, je ne sais pas... ces éléments-là. Oui. La démarche que je vais vous présenter, elle est issue d'une volonté d'arriver à traduire, expérimenter une déclinaison du plan de transformation de l'économie française. C'est une démarche que fait le Shift depuis déjà, enfin, qui a déproduit cette démarche il y a déjà 2-3 ans maintenant à l'occasion des élections présidentielles. Il fallait aller plus loin, sachant que la double objectif du Shift Project, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'une part de travailler à la décarbonation au motif du problème climatique, mais aussi de la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a bien ces deux questions qui sont en jeu, avec tous les effets problématiques, notamment en économie. Pas que, mais globalement, bien évidemment, pour l'économie. Donc c'est ce double angle d'approche qui est l'axe de réflexion du Shift Project. Deuxième élément, ce qui caractérise le Shift Project, c'est une approche d'abord en flux physique. C'est leur spécialité. C'est d'abord des gens qui font des calculs de mètres carrés, de kilos, de joules, de ratios en tout genre, l'économie étant une deuxième analyse. Donc on croit en considérant que ce qui est réel, c'est d'abord la physique. Je peux vouloir développer je ne sais quoi avec de l'hydrogène. Si l'hydrogène a un taux de retour énergétique qui est
très ennuyeux, ce qui est un peu le cas, il ne sert à rien à dire qu'on fait avec de la physique, c'est-à-dire le réel, hein, ce qui nous contraint à la base. Donc c'est vraiment là notre spécificité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques, mais néanmoins, il y a aussi les sciences humaines, je vous rassure. La démarche telle que je vais vous la présenter, c'est une démarche qui a été lancée maintenant il y a pratiquement 2 ans. Alors c'est une démarche qui est plus limitée que le PTEF, c'est-à-dire que c'est une déclinaison adaptée à la région Bretagne, mais je vous le repréciser sur un secteur, sur uniquement 5 secteurs, avec moins de chefs de projet, mais ça avait une vocation d'une part à tester de la méthode, travailler avec des acteurs du territoire et par ailleurs aussi proposer du contenu qui reste sommaire et qui n'est bien évidemment qu'une proposition. Précision, si la région Bretagne a été choisie, c'est qu'elle était volontaire. La région Grand Est, et je sais qu'il y a des gens qui sont là du Grand Est, étaient intéressés et également cofinancés, mais j'y reviendrai. Peut-être qu'on peut dérouler le support et puis j'aurai l'occasion de dire les choses au fur et à mesure. Oh, oui. Le support, c'est... Eh bien voilà. Excusez-moi. Donc, la démarche vers une économie bas carbone, verbe pour l'acronyme, c'est bien le choix de travailler à ce que je vous ai indiqué en termes d'objectifs, avec un préalable, c'est-à-dire que, grosso modo, nous sommes à peu près d'accord qu'il faut décarboner. En tous les cas, la preuve est faite scientifiquement qu'il y a un problème avec les gaz des effets de serre et qui sont liés à l'activité humaine. Après, on peut ou pas vouloir agir, mais ça, ce n'est plus discuté, sauf à être de mauvaise foi. La question, quand on a dit ça, c'est comment ? Parce que le principe, il est facile à énoncer, la réalité du comment est une autre affaire. Et c'est bien ce qu'essaye de faire le Shift Project dans son plan de transformation, j'y reviendrai brièvement, et puis dans la démarche. Sachant que, pour l'essentiel, nous allons avoir, pour réussir, une conjonction d'actions de tous les acteurs, et notamment des acteurs des territoires, c'est-à-dire nous. Or, nous avons pour ça, et je ferai écho avec ce que disait tout à l'heure Monsieur le Vice-président, besoin d'une organisation, besoin de points de repère, besoin de méthodes, parce que si tout ça n'est pas accordé, on ne réussira à rien. Donc c'est bien l'enjeu de ce travail, fût-il bien évidemment à prolonger et à approfondir. Alors, un plan régional et puis une démarche régionale. Petit rappel sur le Shift, mais je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc le Shift Project, c'est une entité avec des salariés, des entités les plus expertes sur ces questions-là, avec un conseil d'administration où les entreprises qui financent restent néanmoins minoritaires, toujours ce sujet de la question de l'influence, qui est un vrai sujet dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et du côté des shifters, vous voyez, nous sommes un certain nombre avec des groupes locaux, y compris en Bretagne. Le PTEF, le fameux plan de transformation de l'économie française, c'est la base et la trame, c'est-à-dire les invariants qui font de la démarche et qui sont communs à l'ensemble d'entre nous. Ça existe sous forme de livre, vous l'avez sans doute dans toutes les bonnes bibliothèques de collectivités territoriales. Je vous invite à le lire, c'est relativement digeste. C'est pas du Lacan, vous pouvez y aller. Mais le Shift Project est très clair là-dessus. Son objectif par rapport aux problématiques de fond que je vous ai citées, c'est bien d'influencer les décideurs à partir de démarches qu'on espère le plus rationnelles et le plus rigoureux scientifiquement, mais c'est bien l'objectif pour donner à penser et faciliter l'action des décideurs publics, politiques, économiques et autres. Il s'agit aussi, et c'est là une conviction, mais mon propos y a déjà fait écho, de proposer des éléments de planification. Nous ne croyons pas chez les shifters et au Shift Project que ça peut se faire sans planification, c'est-à-dire avec des éléments concrets, chiffrés, organisés. Donc c'est un petit peu austère, mais c'est à ce prix-là qu'on peut peut-être avancer. Alors, rappel sur le PTEF, son périmètre d'analyse, c'est le territoire français. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses en Europe, mais l'essentiel de nos marges de manœuvre sont quand même ici, surtout pour nous qui sommes dans les territoires et de façon locale. Donc on est bien sur le périmètre de la France, y compris d'ailleurs, pas seulement métropolitaine, bien évidemment. Deuxième élément, l'approche de l'économie, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est d'abord une vision systémique et d'abord en question de flux et de stock, c'est-à-dire de la matière. Alors c'est de la physique, c'est de la chimie éventuellement, mais on est bien sur cette base-là, et après il y a des conversions en termes économiques. L'objectif il est triple, et on tient aux 3 objectifs. Le premier, c'est bien d'arriver à quelque chose qui soit bas carbone, pour des raisons évidentes, résiliente et robuste, la robustesse étant d'ailleurs une composante de la résilience, mais aussi prospère et créatrice d'emplois, ce qui renvoie bien à du développement, j'insiste là-dessus, mais où l'intensité matière énergétique est faible. Donc si l'intensité matière énergétique est faible, ça veut dire que l'intelligence humaine doit être un peu plus qu'aujourd'hui, de manière simple.
Le plan de transformation de l'économie, il y a quelques principes de base s'agissant de la réflexion, c'est qu'on est d'abord en raisonnement par secteur. On pourrait parler de branche, hein, si quelquefois un vocabulaire qui est utilisé, pour essayer d'y définir à la fois des besoins, des objectifs, pour essayer d'avoir une cohérence. On parlait tout à l'heure de la mobilité, qui est un secteur en soi, on pourrait parler du logement, j'y vais revenir, donc on a bien des secteurs. Donc d'abord des réflexions en termes de branches et de secteurs, mais, et là-dessus c'est quelque chose auquel tient les shifters, c'est le rebouclage. C'est-à-dire que si je change des choses en matière de transport, je vais avoir des effets sur les entreprises qui sont les entreprises de travaux publics, etc. etc. Et c'est ce fameux caractère systémique qui nous caractérise, avec une part de complexité et une nécessité souvent de simplifier quand on expose les choses, mais qui sont quand même les principes de raisonnement fondamentaux chez nous. S'agissant de la planification, il s'agit bien évidemment d'avoir des échelles de temps. Il y a le 2050 qui est, la date officielle, mais l'ensemble de ces démarches-là suppose des points d'étape, hein, des jalons, avec des objectifs, avec une coordination. Donc on sera aussi sur ces éléments-là, avec la possibilité de suivre tout ça et d'adapter, parce que bien évidemment, ça n'est pas aussi simple que ça. Donc je vous l'ai dit, des invariants nationaux sur lesquels on va revenir, et puis une recherche de déclinaison régionale. Pour la démarche, donc, on retrouve de manière synthétisée ce petit schéma qui vous dit l'articulation entre les uns et les autres, sachant qu'on reviendra, il y a des articulations de niveau territorial qui devront être activées. Rappel sur les invariants nationaux, des choses assez simples que probablement vous connaissez, puis j'imagine que c'est quelque chose qui, pour vous, fait culture commune maintenant. Nous avons donc un sujet sur nos approvisionnements, pour faire simple, hein, et qu'il nous faudra réduire drastiquement un certain nombre d'entrants dans nos processus de production. Le premier entrant à réduire, bien évidemment, c'est les énergies fossiles, et c'est compliqué, parce que si c'était simple, si les énergies fossiles ne nous apportaient pas autant de facilité, évidemment, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Hein. Donc nous avons un sujet autour des énergies fossiles, d'une part parce que ça met des CO2, mais aussi parce que les ressources diminuent de plus en plus. Deuxièmement, nous avons un sujet sur les matériaux. Vous connaissez Nash peut-être, sur l'expert sur ces questions-là. J'irai peu là-dessus, mais il y a un sujet aussi sur les approvisionnements en termes. Et puis, il y a un sujet autour de la biomasse. Aujourd'hui, on sait que nous avons eu beaucoup de scénarios un peu optimistes au regard de la réalité de ce que nous avons. Donc, un facteur et une nécessité, réduire nos consommations d'entrants. Deuxième élément, il y a en gros deux types de facteurs sur lesquels on peut jouer. Les facteurs technologiques, les facteurs d'usage. De manière assez simple, les deux sont indispensables, on ne fera rien avec l'un ou l'autre des facteurs. Les technosolutionnistes qui pensent que tout viendrait de la technologie et qu'il ne faudrait pas de modification, mathématiquement, on voit que c'est faux. C'est-à-dire qu'on pourrait l'espérer, mais ce n'est pas comme ça. Donc nous aurons besoin de travailler sur des facteurs analogiques. Là, vous en avez deux à titre d'illustration. Un principe général, c'est l'électrification, qui n'est pas débattu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire une fois qu'on a électrifié, loin s'en faut, mais ça fait partie des éléments et des principes globaux de changement. Deuxième élément à l'inverse, la question de l'hydrogène qui a fait rêver beaucoup. Aujourd'hui, des analyses que l'on peut synthétiser aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui de mirage de l'hydrogène, enfin il n'y a pas de levier miracle par l'hydrogène. Demain, l'hydrogène, ce sera sur des créneaux spécifiques, pas forcément énergétiques, plutôt pas, hein, pour les engrais et dans l'industrie. Donc pour des raisons qui tiennent aux caractéristiques de l'hydrogène, en tous les cas, dans l'état actuel de la science. En complément de la technologie, nécessairement des changements massifs d'usage, c'est-à-dire de société. Il nous faudra, et ça c'est à tout niveau, et on y reviendra tout à l'heure. Petit focus, mais qui s'articule avec la démarche. Il se trouve qu'il y a d'autres démarches, bien évidemment, sur le Shift Project, vous y allez, il y en a plein. Il y en a deux qui, néanmoins, pouvaient faire écho avec ce qu'on disait aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre démarche qui longe cours aujourd'hui, qui s'appelle la démarche Atlas, qui vise à travailler sur quelques ressources. Elles ne sont pas toutes là, c'est celles qui sont travaillées, pour essayer d'analyser et de diagnostiquer ce qu'il en est de notre dépendance, de l'accessibilité, et comment elles vont évoluer à l'occasion du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, et les alternatives qu'on propose. Parce que bien évidemment, il faut, vous évoquiez tout à l'heure le foncier, le sujet des fonciers est une ressource rare qu'il faut optimiser, bien évidemment. Mais c'est vrai comme un sujet pour l'eau, et vous êtes bien placé en Côte d'Armor pour savoir que c'est un sujet sérieux. Alors, venons-en proprement dit à la Bretagne, à la démarche, donc le verbe, vers une économie régionale bas carbone. Tout est accessible, vous allez les travaux du chiffre sont accessibles. 5 secteurs analysés,
3 qui sont quantifiés, 2 qui ne le sont pas. Je vais un petit peu développer les deux, de manière tout évidemment très simplifiée. Le PTF, c'est 15, c'est 40 chefs de projet, c'est 2 ans de travail. Nous, là, c'est 1 an, c'est 9 chefs de projet. Enfin, voilà, c'est pas la même dimension. Mais néanmoins, c'est en cohérence avec les travaux du PTEF. Petit focus sur la mobilité de manière extrêmement synthétique. Vous excuserez la simplification. Aujourd'hui, la mobilité des personnes, on sera sur le fret tout à l'heure, c'est à peu près 20% des énergies, 90% des émissions à gaz à effet de serre. La grande caractéristique de la Bretagne, c'est l'usage de la route par le véhicule. Il y a une contrainte forte, c'est-à-dire que les Bretons sont relativement éloignés des gares, il y a assez peu de transport par le rail, et le réseau électrique est globalement aujourd'hui relativement peu développé. Les leviers qui sont préconisés, vous aurez le détail chiffré si vous allez lire le document, c'est d'abord un facteur technologique, c'est autant que faire se peut, réduire la taille des véhicules, c'est-à-dire réduire la part de matière et d'énergie pour vous mobiliser. Quand on se déplace en voiture, ce qui est d'abord déplacé, c'est le poids du véhicule. Donc il y a un sujet autour de ces questions-là. Donc l'incitation, c'est d'abord tout ce qui est véhicule léger, électrifié, bien sûr, pour arriver à limiter l'impact carbone. Petite précision, mais je pense que vous le savez, dans le véhicule, et notamment des véhicules électriques, dans le cycle de vie du véhicule, ce qui est le plus lourd, c'est la conception. Ce n'est pas l'exploitation, enfin, je le redis, voilà, ce qui n'est pas tout à fait pareil sur le véhicule thermique, mais la question justement du véhicule léger électrique est importante. Après, il y a des questions d'usage qui sont importants. Bien évidemment, le report massif vers les transports collectifs, mais tout ce qui contribue évidemment à l'autosolisme, tout ce qui peut lutter contre l'autosolisme pour l'arriver encore à diminuer l'impact carbone de votre mobilité. En arrière-fond, mais non de manière non négligeable, il y a toutes les politiques qui aident à ce qu'on appelle classiquement la démobilité. Comment on arrive à réduire le besoin de transport, c'est des éléments de planification. Avec l'analyse qu'il faut commencer par les aires urbaines, parce que c'est quand même là où il y a les plus gros flux, même si, bien évidemment, et notamment en termes d'équité, il faut faire très attention au secteur rural. Petite précision, on fait l'hypothèse que le développement des véhicules légers est réduit en entrant matière et peut-être une opportunité, en tous les cas ça peut s'analyser comme ça sur le territoire, même s'il faut probablement lutter contre certaines pratiques commerciales qui visent à utiliser des grands véhicules. Sur le fret, là encore, la route domine, avec le transport par camion, sachant que ce qu'on observe, c'est ce qui est transporté, c'est beaucoup en infrarégional, c'est beaucoup en lien avec le transport de matériaux et l'industrie agroalimentaire. Donc ça vous est rappelé là encore, très peu de rail. On est sur un développement du rail qui est moitié moins en Bretagne par rapport à d'autres régions. Un réseau électrique peu développé. Par contre, probablement le côté péninsulaire de la Bretagne et le côté affirmé de l'identité bretonne peut être un atout justement pour arriver à construire des compromis, pour arriver à des changements qui pourraient globalement satisfaire l'objectif en faisant aussi que chacun s'y retrouve. Les leviers. Là encore, tout ce qui est véhicule léger, même si c'est plus dans la logistique, c'est déjà le cas, c'est déjà efficace. En revanche, la piste de travail qui aujourd'hui n'est pas travailler au sens le plus fort du terme, c'est la question éventuellement de l'électrification des voies, et notamment celles que vous voyez là-bas qui sont les principales voies du transport, parce que pour essayer de diminuer les batteries et d'avoir un optimum, là encore, en décarbonation. Tout ce qui peut contribuer, bien évidemment, au ralentissement des flux, même si c'est un sujet en termes de performance économique, mais plutôt intéressant, tout ce qui est le travail sur la logistique pour optimiser le remplissage, etc., fait partie de la décarbonation. Tout ce qui peut contribuer évidemment au report modal fait partie de la décarbonation. Un petit point de vigilance sur lequel le Shift alerte, c'est que pour tout ça, il nous faut avoir une perspective de moyen et long terme sur probablement la diminution des flux. C'est-à-dire que la décarbonation par la moindre entrant des matières et des énergies signifie qu'à terme, il y aura moins de flux. Et donc il faut penser les infrastructures avec des variations de flux. Sur le logement, caractéristique bretonne, plutôt un secteur dynamique, même si évidemment il y a des aléas conjoncturels, plutôt en individuel, mais avec des caractéristiques d'habitation qui sont un petit peu, enfin en tous les cas à prendre en compte. D'abord, on a possiblement évidemment des tensions dans le centre, plutôt de la vacance dans le centre et des tensions sur la côte. On a aussi un taux d'occupation qui est relativement faible. Si je prends le centre de la ville de Brest pour vous donner un exemple, c'est une personne, il y a plus de 50% des logements qui sont habités par une personne. Donc on a des éléments sociétaux là qui sont relativement importants.
Beaucoup, et c'est plus que dans le reste de la France, de l'incorporation du bois dans ce qui est de la construction. Et puis, inversement, plutôt pas beaucoup de développement de tout ce qui est pompe à chaleur. Là encore, la question de l'électrification du réseau, c'est un point faible pour la Bretagne. Alors, les quelques leviers, principe de base que vous connaissez, mais qui doit être réaffirmé, l'isolation, ça reste quand même le principe concernant le logement, même si ce n'est pas sans difficulté, même s'il peut y avoir des questions économiques par rapport à certaines durées de vie. Essayer de faire que les bâtiments soient des puits de carbone, hein, ça fait partie des choses, et là, qui pour le coup sont encore largement à explorer. Privilégier, ça ne vous étonnera pas, plutôt la rénovation que le neuf, et autant que faire se peut, essayer de stimuler plutôt la construction de petits collectifs en essayant de limiter l'individuel. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des résidences secondaires, mais il y a aussi un sujet sur qu'en est-il aujourd'hui du statut et la quantité de maisons à usage de logement secondaire. Bien évidemment, autour de ça, il y a des sujets autour des politiques de logement, c'est-à-dire que comment on dynamise des parcours résidentiels pour tenter de densifier les usages. Comment on arrive à baisser en fait le nombre de mètres carrés par habitant, un sujet, y compris sans doute ici comme dans d'autres collectivités, tout en prenant en compte un certain nombre d'éléments. Le vieillissement est un sujet, avec notamment aujourd'hui par exemple des gens qui demandent des places de parking devant leur maison, même si c'est parce que tout simplement ils vieillissent et qu'ils ont des problèmes de mobilité qu'il faut en tenir compte, et puis les publics mobiles par exemple, les étudiants. Donc on a autour de ça des réflexions à approfondir, dont des éléments là encore qui sont des éléments techniques, et puis encore des éléments qui sont des éléments d'usage ou plus généralement de politique de logement. Voilà. Si je synthétise ces trois premiers éléments, je suis allée rapidement, mais éventuellement on pourra reprendre. Globalement, là, si on fait le cumul de ces trois secteurs, on arrive à peu près à diminuer de 50% en 2030 les émissions de CO2, avec un effort tout particulier du fret. Si on regarde ce qu'il en est de la consommation d'énergie, on arrive à peu près en 2050 à plus 35% sur l'électrification. Moi, je fais l'hypothèse que ce sera un peu plus, mais ça peut se discuter. Inversement, on est plutôt là sur ces secteurs-là, sur une réduction du bois énergie, parce que nous avons une tension sur le bois énergie. Il y a trop de demandes par rapport à la réalité. Or, nous savons en plus que toute une partie des hypothèses sont fondées sur un état de la forêt qui n'est pas vrai. Donc il y a un vrai sujet sur la biomasse qui est un point de vigilance sur lequel il faut être extrêmement prudent. Sur le biogaz qui est indiqué là, on est sur une augmentation en pourcentage qui est massive, mais qui en réalité restera résiduelle. Pour des raisons évidentes que vous évoquez tout à l'heure, c'est la question du foncier et des usages. Il y a d'autres usages du terrain agricole que de faire des bioénergies, l'alimentation, etc., etc. Donc vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous voyez, l'idée c'est... Cette démarche, c'est secteur par secteur, les analyses, les leviers, les quantifications et des éléments de rebouclage, comme on a l'habitude de dire, pour s'assurer que tout ça soit cohérent d'un point de vue de la physique. Là, je n'ai pas parlé d'économie, c'est-à-dire comment on incite ceci ou cela et quelle est l'organisation qui va avec. Pour faire tout ça, et la question peut se poser immédiatement, surtout quand on s'occupe d'économie, c'est qu'est-ce que ça donne en termes d'emploi ? À ce stade, pour ces trois secteurs qui représentent à peu près 11,5% de mémoire, oui c'est ça, 11,5% de la population active en Bretagne, on serait sur un solde net positif de création d'emplois qui est à peu près, je crois que c'était 10 000, le chiffre un petit peu plus de 10 000, avec évidemment des emplois qui diminuent, d'autres qui sont créés et d'autres qui évoluent, ce qui suppose, au-delà des politiques d'accompagnement sur les infrastructures, une politique d'accompagnement sur les ressources humaines. Donc le collègue de la région y a travaillé et a fait du travail assez fin sur les questions d'emploi. Ça pourra faire l'objet d'échanges, mais bien évidemment, il n'y a pas l'un sans l'autre et ça suppose évidemment une synchronisation, même si on sait en matière de ressources humaines et notamment de politique de formation qu'il faut être très vigilant sur des schémas adéquationnistes. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça donne des trames de réflexion. S'agissant des compétences, et là encore en articulation de ce que je dis, ça suppose bien évidemment d'avoir une vision à peu près partagée auquel tous les acteurs sont acculturés, et après des cibles de transformation pour accompagner les parcours professionnels. Si la transition se paye du chômage, bien évidemment, on ne va pas mobiliser. Si on a un schéma avec les sécurisations qui vont avec, on peut penser qu'on embarquera tout le monde, et c'est aussi l'enjeu en matière de gestion de compétences que d'avoir cette articulation entre des principes généraux, leur déclinaison technique, le portage politique qui va bien, et puis les politiques de gestion et de formation qui vont ensemble pour arriver à quelque chose de cohérent. Deux autres secteurs qui ont été travaillés, sur lesquels je vais être un tout petit peu plus moins
moins précises en matière de quantification, parce que c'est justement ceux-là qui n'ont pas été quantifiés. La culture, les festivals, point fort de notre région, hein, et sur lequel nous fondons des espoirs pour le développement de ce territoire. Nous avons aujourd'hui donc un territoire qui a de grands festivals, alors des grands, des petits, mais en tout cas qui est reconnu comme tel, et qui fait l'image de la Bretagne. Vous avez ici quelques éléments. Quelles sont les grandes dépendances et quels sont les grands facteurs de consommation de carbone sur ces éléments culturels? C'est d'abord le transport. Hein, c'est massivement d'abord le transport. Et puis, il y a aussi d'autres éléments sur lesquels je vais revenir. On le sait, ce sont des modèles fragiles, tout ce qui est culture, donc il faut être prudent, il faut y travailler. Je rappelle que tout ce qui a été écrit là est travaillé avec les responsables des secteurs concernés. C'est 350 bénévoles qui sont venus des représentants des travaux publics, des secteurs culturels, etc., etc. Donc ça ne tombe pas du ciel, c'est vraiment travailler avec des gens et sur des choses qui sont sensibles comme ça, où il y a de la fragilité. Il importe qu'il y ait cette qualité de dialogue pour que les choses puissent progresser et se construire ensemble. Donc, sur les adaptations, même si je comprends la ferveur que peut susciter un très grand rassemblement, je n'y suis pas insensible. La proposition, c'est quand même de travailler peut-être moins sur l'attractivité que sur l'ancrage. Donc peut-être des festivals un peu moins grands, mais qui mobilisent de moins loin. Il vaut mieux peut-être avoir 2 petits qu'un grand. Évidemment, je comprends que pour les personnes, ça peut être un petit peu plus difficile à vivre, mais l'enjeu, c'est bien aussi la décarbonation pour que les choses puissent vivre. Donc l'idée, c'est d'essayer de faciliter ces éléments d'adaptation. Bien évidemment, tout ce qui concerne la mutualisation et tout ce qui concerne l'approvisionnement sur le territoire, notamment s'agissant de la nourriture, est un sujet qui peut contribuer à la décarbonation. Mais l'essentiel restera sur l'action sur le transport, donc avec la limitation et après de l'organisation. Rappel, la culture est un des éléments du facteur de compréhension. Souvent, les festivaliers comprennent qu'il y ait quelques éléments autour de choix de pratique lors de leur venue. Sur l'agro-industrie, je suis en secteur particulièrement concerné, j'espère que je ne vais pas vous dire trop de bêtises. Nous sommes évidemment une région qui est très marquée, très dynamique en matière à la fois agro-industrie mais aussi agriculture. Donc là, il vous est rappelé que nous sommes à peu près sur 30% des émissions s'agissant du système alimentaire, sachant qu'en matière d'industrie alimentaire, le gros, ça reste là encore l'amont et le fret. Donc l'agriculture proprement dit et puis le fret. C'est une activité qui a plusieurs dépendances vis-à-vis de l'énergie fossile. Sachant que nous restons pour autant, même en étant une région très agricole, une région qui n'est pas forcément autonome, a fortiori au niveau national. C'est un secteur qui malheureusement est impacté par le changement climatique, qui le sera malheureusement encore plus demain, d'où l'importance d'associer et d'articuler l'ensemble des compétences sur ces sujets-là. Vous avez un rappel en matière d'emploi, avec des questions sur la GPEC et les éléments à venir s'agissant des recrutements effectués demain en raison des départs. Sur les leviers, on est d'abord sur des leviers de décarbonation des transports et des bâtiments. Donc l'électricité, la biomasse. Donc on est autour de ça, sur quelque chose d'assez classique, somme toute, pour arriver à décarboner. Il y a un sujet sur l'eau, j'y reviens pas, vous êtes bien comment dirais-je, renseigné là-dessus ici. Et puis la question du système alimentaire. Alors, petit focus, parce qu'il y a un travail en cours également sur l'agriculture auquel je vous renvoie, parce qu'il y a une question de décarbonation au titre de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire ce qu'on consomme pour se déplacer et tout ça, mais il y a aussi un autre sujet qui est de l'agriculture elle-même, qui est elle-même émettrice de gaz à effet de serre, en l'occurrence plutôt le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont des vrais sujets. Vous savez que le méthane est fortement impactant, même si sa durée de vie est nettement moins longue que le CO2. Donc là, il vous est remis quelques chiffres de base. La première préconisation du chiffre, c'est bien sûr de préserver les puits naturels de carbone, voire de les amplifier. L'analyse qui a été faite, c'est de se dire raisonnablement on pourrait augmenter par 2 ces puits de carbone, sachant que vous savez que la neutralité carbone, c'est à la fois ce que vous émettez et ce que vous captez. Donc c'est un solde. Donc la neutralité, c'est aussi de préserver les puits de carbone. Et puis, il y a eu un gros travail de fait sur plusieurs scénarios. Plus exactement, il y en a eu 3. L'un dans une orientation d'autonomie, l'autre dans une orientation d'indépendance énergétique et le troisième plutôt dans une orientation de sécurisation. Aucun des 3 scénarios ne satisfait aux objectifs. Donc il a été construit un 4e scénario qui vise à essayer de trouver un optimum entre tous ces objectifs, avec évidemment maximiser la production de la biomasse, faire un système résilient,
mais aussi garder les ressources de production, sol, eau, biodiversité. Le sujet est très compliqué, néanmoins vous avez un schéma qui est développé dans cette façon-là. Alors ce travail il a été fait bien évidemment avec des représentants du monde agricole et parallèlement il a été fait une analyse et un sondage près des agriculteurs. Donc c'est 15 000 agriculteurs qui ont été sollicités pour donner leur avis, 8 000 ont répondu, ce qui est un chiffre assez conséquent. Et voici leur réponse sur cette question-là. Donc 80% sont inquiets sur la viabilité de leur exploitation et de leur activité. 70% sont inquiets sur leur santé, pour des raisons que vous devinez. La plupart sont d'accord pour changer des pratiques, mais bien évidemment, ils souhaitent un soutien économique. Pour le dire en termes de sciences économiques, la question est celle des externalités. Quand on demande à quelqu'un un effort, il est normal, s'il bénéficie à la collectivité, d'en avoir un soutien économique, surtout si l'autre n'en fait pas. Sinon, vous avez une distorsion de concurrence, c'est l'économie de base. Donc, il y a cette ouverture des uns et des autres. Reste à trouver après les conditions du dialogue pour prolonger cet échange-là. Là, je vous ai développé les 5 secteurs après avoir situé le propos d'un point de vue national. Quelques éléments en termes de méthode. Il nous semble, quand je dis nous, parce que je m'identifie au travail qu'a fait le Shift Project, même si j'en ai pas partie prenante, c'est qu'il doit y avoir des étapes et surtout des niveaux d'analyse et d'intervention. La priorité pour le Shift, c'est de travailler par secteur. Deuxième élément, c'est de travailler en intersecteur. Et troisième élément, même si ce n'est pas linéaire et que bien évidemment c'est itératif, il doit y avoir un accompagnement de la puissance publique, soit en infrastructure dure, soit en infrastructure RH, mais qu'il y ait aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette collectivité, cette puissance publique qui vient organiser les choses. Et dans ces rôles-là, vous avez ces 3 rôles, l'État qui fournit les invariants, si possible, stables, ce qui est un défi aujourd'hui. Deuxièmement, une région qui impulse en lien avec les collectivités, même s'il y a des schémas, voilà. Et puis, il y a des acteurs économiques qui sont pleinement partie prenante pour leur entreprise, mais qui sont aussi partie prenante d'un secteur avec les représentants qu'il faut bien pour avoir des orientations qui soient validées pour que tout ça fasse une cohérence globale. Quelle suite? Alors, ça c'est vous et d'autres qui la donneraient. Ce qu'a travaillé le Shift Project, avec des financements, j'ai oublié de le dire, de l'ADEME, de la région Est, et j'en oublie un, et je vous prie de m'excuser, j'ai loupé la slide. Ce sont des propositions, ça n'est en rien prescriptif. Là où est l'effort du Shift, comme toujours, c'est essayer de trouver la grande rigueur intellectuelle et scientifique. C'est-à-dire que 2 et 2 font 4, ça ne fait ni 3 ni 6. Donc c'est cette rigueur scientifique qui est le fondement de notre action. Après, chacun se l'approprie ou pas. La région, demain, à Brest, puisque Jean Covici vient demain, aura l'occasion de dire comment elle se l'approprie ou pas. Pour l'instant, il y a des débats que ça suscite chez eux. Mais ça n'est évidemment que des propositions, en espérant vous les avoir retraduites le plus fidèlement possible. Merci beaucoup Valérie. Ce que j'aime bien moi avec le Shift, c'est que effectivement 2 et 2 font 4 et ça permet de poser la base avec laquelle il faut travailler. Ça ne nous donne pas la solution, quoique certaines pistes sont effectivement évoquées, mais ensuite reste à s'en saisir et à construire collectivement ce qui peut marcher, ce qui peut fonctionner territoire par territoire, filière par filière. Pour évoquer donc ces questions du comment on fait et comment certains acteurs se sont déjà mobilisés pour ça, je propose à mon petit panel de venir me rejoindre sur scène. Donc, Iwen Layek, co-déléguée du Bretagne Supply Chain, Sylvia Grados, qui est DGA chez Maison Cadieux, une entreprise finistérienne et également administratrice du réseau Bretagne Supply Chain. Et puis Hervé Guillard, si vous en êtes toujours d'accord, que vous avez découvert tout à l'heure. Je vous en prie, asseyez-vous n'importe comment, il n'y a pas de plan de table. Valérie, restez avec nous.
Donc je vous remercie beaucoup tous et toutes d'avoir répondu à ma sollicitation pour essayer de voir très concrètement comment ces éléments et comment ces questionnements qui sont posés par le Shift atterrissent très concrètement dans les différentes structures que vous représentez. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour vous présenter chacun, en dire un peu plus que ce que j'ai pu en dire. Sylvia, peut-être pour commencer. Alors effectivement, je suis directrice générale adjointe chez Maison Cadieux. Depuis peu, j'étais à la direction de l'expérience client avant. Donc je représente tout le commerce, le développement et l'expérience client. Ça fait 10 ans que je suis chez Maison Cadieux, avec de forts enjeux climatiques, environnementaux, puisque nous produisons des portails, clôtures et garde-corps en aluminium, et depuis peu de la pergola, qui demande encore plus d'aluminium, donc encore plus d'énergie, tout ce qu'il faut. Merci. Iwen. Bonjour à toutes et à tous. Donc Iwen Layac, moi je suis le co-délégué général de Bretagne Supply Chain, qui est une association, loi 1901, qui a vocation à travailler au niveau régional sur tous les enjeux du transport, de la logistique et plus largement de la supply chain. Donc c'est-à-dire, nous, notre transversal, on va dire, va dans les entreprises des approvisionnements jusqu'à la livraison client. C'est-à-dire qu'on intègre effectivement les questions de transport de marchandises, de logistique, mais c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on intègre aussi dans nos sujets la prévision des ventes, l'ordonnancement, l'approvisionnement, limite la production, mais c'est bien ce pilotage des flux physiques, flux d'informations, flux financiers qui sont au cœur de nos sujets. Et avec, on va dire, une formation un peu hybride qu'on assume chez BSC, qui est de dire on a une association, 200 adhérents, tout maillon de la chaîne logistique, de l'industriel jusqu'au distributeur, en intégrant les transporteurs, quelques territoires, quelques institutionnels. Et puis aussi un rôle de cluster, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'impulser, d'accompagner, de faire en sorte que les choses changent sur le territoire breton, notamment sur les questions de décarbonation, mais pas que, sur des questions d'attractivité, sur des questions de conditions de travail. Donc on a un peu ce rôle de faisou, de Lizou et de faisou, avec vocation vraiment d'embarquer effectivement acteurs économiques et acteurs publics sur ces sujets. Merci. Eh ben moi, je vais jouer le rôle du politique, puisque c'est ma fonction. C'est-à-dire, je vous l'ai présenté en introduction, on doit penser le territoire, on doit l'organiser pour qu'au travers de la puissance publique, on favorise une création de valeur et de richesse qui atteigne ses objectifs de décarbonation. Et donc nous, on part sur les travaux que vous avez évoqués, on s'appuie là-dessus, puisque le politique, c'est l'art de l'irrationnel. Mais faire de la politique, c'est être très rationnel, justement. Voilà. Merci à tous les trois. Je voudrais commencer avec une question pour vous, Sylvia. Vous disiez à l'instant que vous avez une activité industrielle qui est consommatrice et de ressources et d'énergie, qui génère un certain nombre d'impacts et pour lesquels les enjeux de décarbonation sont bien importants. Comment chez Maison Cadieux vous avez intégré cette problématique? Comment finalement à la fin la question c'est quid de votre modèle économique et comment vous faites évoluer tout ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Bien sûr. Emmanuel Cadieux, notre PDG, est depuis de nombreuses années, plus d'une dizaine d'années, vraiment consciente de l'importance de tous les enjeux environnementaux. Donc, depuis longtemps, on parle d'éco-conception, ça veut tout et rien dire, vous allez me dire. Mais en tout cas, on essaye de faire bien avec la matière qu'on exploite. Évidemment, on recycle nos chutes, etc. Des choses classiques dans l'industrie aujourd'hui. Mais par contre, ce qui a été vraiment transformant, c'est la participation. On a fait partie du deuxième groupe de la CEC Ouest et qui, pour nous, a été un véritable catalyseur. En fait, ça a transformé une préoccupation un peu quotidienne en la certitude qu'on avait un rôle et un véritable levier d'action face à nous. Donc, on s'en est pris plein la figure. Et c'est Emmanuel Cadieux elle-même, notre responsable RSE et notre directeurs juridiques administratifs qui sont allés participer à la CEC, qui nous ont rapporté en fait tous les éléments au fur et à mesure. Donc avec les premières sessions, ça a été très dur, avec le moral un peu en berne, comment on va faire. Et puis au final, avec un peu l'urgence, face à l'urgence de la situation,
avec des solutions très pratiques, des pas à pas qu'on va faire au quotidien et qu'on commence déjà à actionner, et une énergie en fait positive envers toutes nos équipes grâce à la CEC, qui a fait qu'on est en train d'embarquer tout le monde dans des pas à pas. On ne va pas transformer notre business dès à présent, parce que de toute manière, il faut que on puisse garder nos emplois. Et on est leader territorial et on a quand même c'est notre première action quand même de garder les emplois et de faire vivre les 700 salariés qui sont à Locronan, donc au fin fond de la Bretagne, là, juste au-dessus de Quimper. On est presque plus nombreux que les habitants du village. Donc, on sait que l'alu est très impactant au niveau environnemental, qu'on utilise beaucoup d'énergie. Maintenant, on a des solutions. On a du bas carbone, de l'alu bas carbone, on a de l'alu recyclé. Donc, il faut qu'on mette vraiment en marche tous les acteurs de notre écosystème, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, pour améliorer en tout cas notre bilan carbone qu'on a déjà fait en scope 3 en 2022 et qu'on va faire tous les ans. Et on a déjà commencé à le diminuer. Alors le diminuer comment ? Parce qu'on a diminué notre production, puisqu'on n'est plus en 2022, on était l'après-confinement. Donc on était à 60 000 tonnes de CO2. Aujourd'hui, on est à 48 000 tonnes. Et on a comme objectif, grâce à la CEC, qui nous a permis d'écrire notre feuille de route 2035, qui va correspondre à notre vision 2035, de donner un objectif en 2035 de moins 50% et en 2050 de moins 80%. En se donnant un objectif comme ça, on va se donner les moyens de l'atteindre. Merci. Côté Bretagne, côté réseau Bretagne Supply Chain, vous forcément, par nature, votre rôle, c'est de réussir à fédérer les acteurs de la filière autour des différents enjeux qui traversent vos adhérents. Celui de la décarbonation en est un. Comment vous retraduisez ces problématiques-là à l'échelle de cette filière dont on a vu tout à l'heure grâce à Valérie qu'il y avait quand même, sur le fret, des enjeux non négligeables en termes de décarbonation? Oui, effectivement, on a des enjeux. Alors Valérie l'a dit, mais c'est effectivement sur la Bretagne. Si je prends le dernier avis de l'ADEME, la logistique au sens large, intégrant le transport de marchandises, la logistique, les emballages, le transport des consommateurs, c'est 16% des émissions nationales. Si je prends en Bretagne, on est à 95% routier, 1,5% ferroviaire pour du 9% ou 10% au niveau national, 18% au niveau européen. On n'est pas les premiers. 98% en diesel. Et un autre chiffre pour les développeurs économiques, un coût de transport supplémentaire pour les industriels bretons de 8% en plus par rapport aux autres industriels français. C'est-à-dire que oui, on est un peu loin, oui, encore plus à Locronan qu'à Saint-Brieuc et Carène, mais oui, on a ça aussi. Donc il y a un enjeu, la performance de la chaîne logistique est un enjeu environnemental, bien évidemment, mais aussi économique, notamment si on veut garder, conserver, restaurer de l'industrie en Bretagne. Donc ça, c'est un premier point pour poser le sujet. Le sujet de la coopération et du collectif, pour nous, elle traverse un peu tout. On a une vision un peu bisounours chez BSC, qu'on assume complètement, mais c'est du collectif. C'est-à-dire, quand on parle supply chain, c'est à plusieurs niveaux. La supply chain, c'est, dans une entreprise, faire discuter ensemble le commerce, la production, le service client, la satisfaction client, pour faire en sorte qu'on ait les bonnes matières au bon moment pour bien produire, pour bien vendre, pour bien amener, pour bien livrer. Et donc, du coup, c'est cette coopération. La supply chain, c'est vraiment de la coopération chez les industriels, chez les distributeurs. Donc, c'est vraiment déjà interne. Nous, notre rôle, c'est de donner les clés, d'apporter de l'expertise aux industriels, aux distributeurs, aux transporteurs pour bien déjà travailler chez eux. Ensuite, il y a une coopération avec ses partenaires, c'est-à-dire que forcément, on est industriel, on a des fournisseurs, on a des clients, on a des prestataires de transport. Et l'idée, si on veut développer des énergies alternatives chez nos transporteurs, c'est de travailler avec eux, c'est de collaborer avec eux, c'est de leur donner des contrats plus longs qui leur permettent d'investir. Donc il y a bien cette idée aussi de collaboration tout au long de la chaîne. Travailler avec ses clients pour travailler sur les fréquences de livraison, éviter de faire des demi-camions ou des quarts de camions, mais de se dire, plutôt que de me livrer tous les jours, livre-moi tous les 2 jours, tous les 3 jours, et on fait du camion complet en sortie Bretagne pour aller livrer.
Je pense qu'il y a une coopération aussi aujourd'hui, et on le voit, entre concurrents. C'est-à-dire qu'on a des sujets, on parle décarbonation, mais on parle attractivité des métiers. Est-ce qu'il vaut mieux que chaque industriel aille valoriser ses métiers ou chaque transporteur aille valoriser ses métiers tout seul dans des salons, ou est-ce qu'il vaut mieux aller, j'aime pas le terme, mais chasser en meute en disant valorisons nos métiers et après chacun récupère ses petits. Donc je pense qu'il y a des questions aussi de travail entre concurrents. Il y a bien évidemment un travail à faire avec les acteurs publics. Quand on parle ZAN, on parle implantation logistique, et il en faut. Si vous voulez des industries, il va bien falloir un petit peu de mètres carrés de surface. Donc il y a bien cette question de dire comment est-ce qu'on travaille ensemble sur la bonne implantation, la bonne façon de construire un entrepôt, où et à quoi il ressemble. Donc, il y a bien ce lien avec les acteurs publics. Nous, on travaille notamment avec les 2 métropoles bretonnes, Brest et Rennes, sur des questions de logistique urbaine. Et là aussi, c'est bien évidemment du dialogue public-privé. On va lancer un projet sur la logistique des îles bretonnes. Donc là, pareil, il y a des sujets, etc., etc. Enfin voilà. Et donc c'est aussi ce travail-là avec les différentes collectivités qu'il faut qu'on mène entre acteurs publics et privés. Voilà. Et puis il y a un sujet effectivement interfilière que je pense qui est intéressant, c'est-à-dire que nous, nos adhérents font partie de toutes les filières. On a de l'agroalimentaire, on a de la métallurgie, on a du bâtiment, et c'est tout l'intérêt, puisque nous on parle métier, supply chain, mais c'est bien derrière nous notre rôle aussi en tant que cluster d'aller travailler avec la BEA sur l'agroalimentaire, avec la Fédération du bâtiment, etc., pour faire monter ces sujets-là et travailler de manière intelligente. Voilà, et c'est globalement ce que je voulais dire. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment ça, et c'est là où on a un double positionnement. On est club d'entreprise, accompagner Maison Cadieux sur voilà, l'optimisation de ces solutions, de ces démarches, de ces dispositifs, de son organisation interne et externe avec ses partenaires. Donc essayer de donner des clés, donner des pistes. Et puis aussi ce rôle d'acteur régional qui est de dire il faut qu'on bosse avec les filières, il faut qu'on bosse avec les territoires pour avoir une logistique qui soit performante, durable, viable sur le territoire. Donc voilà, on a un peu ces 2 aspects. Ce qui est intéressant, je trouve, dans vos témoignages à tous les deux, c'est qu'on voit bien la nécessité, au-delà des enjeux, je dirais, techniques, qui est en lien avec la réalité physique des choses, on voit bien poindre l'enjeu de changement de culture. Changement de culture au sein de l'entreprise. Et est-ce que ça veut dire, est-ce que le développement d'une entreprise passe forcément par le développement des volumes, par exemple? Est-ce que le développement d'une filière ou même des entreprises passe forcément par une concurrence toujours exacerbée entre concurrents ou, à l'inverse, davantage de coopération? De votre fenêtre d'élus et d'acteurs publics, comment vous voyez vous insérer dans ce schéma? Vous avez dit dans votre introduction tout à l'heure que vous aviez identifié à l'échelle du DVCO de Saint-Brieuc que le foncier était un levier, bien évidemment. Mais au-delà de ça, est-ce que vous voyez un rôle de la puissance publique dans cette nécessité de changer de culture économique et d'accompagner le changement des modèles économiques des acteurs de votre territoire? À plusieurs niveaux, parce que tout le monde n'est pas convaincu en fait. Et vous le savez parfaitement, il y a des acteurs convaincus, on en est ici, mais la grande difficulté, c'est d'avoir une culture partagée, mais plus forte et plus puissante. C'est soit local, soit au niveau de la région. Localement, en fait, moi, je croise un peu ce que vous avez dit, j'utilise mon vocabulaire. Il faut qu'on intensifie. À partir du moment où l'entreprise, de toute façon, elle se met en danger à devoir s'écarter de son bassin de production et d'emploi, elle se met en danger économiquement, elle se met en danger dans ses coûts, elle se met en danger partout. Il faut lui permettre de créer de la richesse là où elle est. Donc on doit changer nos métiers. Nous, localement, le métier du développeur, ça a quand même souvent été de vendre des mètres carrés. Et donc là, il faut peut-être aller sur un travail d'architecte urbanisme ou d'architecte foncier. Comment on lui permet de penser son mécanisme de production dans un environnement où il est, sans vraiment se déplacer. Deuxième chose, il faut la tirer sur l'intensification. On fait plus de business quand on partage mieux avec, comme vous l'avez dit, quand on chasse en masse, en meute, vous avez dit, on chasse en meute. C'est très breton. Les Bretons font ça. Et ça marche bien.
On a fait faire travailler un cabinet un peu partout en France sur cette réalité-là. On a étudié des dizaines et des dizaines de zones d'activité. Et effectivement, quand on travaille avec une intensité de partage et de médiation avec d'autres entreprises, même si elles ne sont pas exactement dans son même secteur, ça fonctionne mieux. Et puis, pour nous, localement, c'est vraiment le lien au bassin d'emploi. Moi, ce que j'avais retiré d'une partie de ce qu'on voyait dans vos études, c'est qu'une grosse partie de l'impact carbone, ça vient quand même de la mobilité, quoi. Et donc, à un moment donné, on peut même dire à un petit artisan, une petite entreprise, qu'on ne va pas forcément modifier complètement son process de production, mais si déjà on intègre que ces 50 ou 60 emplois ont une mobilité qui, elle, se décarbone, non seulement on agit sur le pouvoir d'achat de la personne, parce que ce sont souvent des salaires faibles, mais en plus, on permet à cette entreprise d'avoir la conviction qu'elle agit sur la décarbonation, et en plus, c'est vrai. Donc, on agit sur tous les tableaux. Donc, on s'est focalisé. En fait, on n'essaie pas de saupoudrer l'ensemble de nos actions. On regarde à quel moment on est plus puissant et on se concentre là. Ça, c'est local. Ça peut se faire dans tous les bassins d'activité, dans toutes les zones d'activité. Et moi, je voudrais quand même dézoomer sur ce que vous avez dit par rapport à la Bretagne. Je prends l'exemple du port de Saint-Brieuc. Le port de Saint-Brieuc, on fait venir essentiellement des entrants qui vont pour l'agricole et l'élevage. Donc pas sur Saint-Brieuc, ça va à Lamballe et à Guingamp. Donc moi, je n'ai pas d'activité économique puissante, je n'ai pas de valeur créée sur mon territoire, j'en ai peu. Ça va sur un hinterland qui est éloigné. Mais en fait, ça y va par camion. Et ouais. Donc je vais mettre des millions pour creuser un port en fond de baie, pour faire venir des engrais qui viennent de l'autre bout du monde et qui vont aller par camion sur notre bassin hinterland qui est Lamballe, Guingamp. Quelque part, on a quand même un peu l'impression d'avoir tout faux. Donc, sur quoi on peut agir? Sur la capacité, et on a un zoopole, technopole, pour permettre de travailler sur l'innovation, pour passer de cet engrais à quelque chose qui soit plus adapté. Là, c'est en dehors du politique. Là, on est dans la technologie dont vous parliez tout à l'heure, et on a besoin de science, et on ne peut que subventionner, on verra bien ce qui en sort. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, je vais arrêter de creuser un port en fond de baie, parce que ça me coûte des millions, et ça alimente un trafic routier. Donc, on réfléchit à la logistique. Et tout de suite, les opérateurs comme vous me disent « Jamais ne faites pas ça, monsieur le maire. Vous allez mettre plus de camions sur la route si on fait en sorte que les bateaux ils arrivent à Brest ou à Saint-Malo. » Ah, je vais me trouver en conflit avec vous. Je me retourne vers la région et je leur dis « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de fret ferroviaire ?» L'interland de nos grandes entreprises agricoles sont sur la voie ferrée. Ils sont sur l'axe. Eh ben, ça n'a jamais été développé comme ça. Donc, on se retourne vers l'État, on leur dit, contrat plan État-région, c'est des milliards, hein, c'est des années, mais est-ce qu'il ne serait pas temps pour que dans 20 ans, on ait peut-être du fret qui soit un peu plus optimisé et qu'on ait peut-être une meilleure réponse en termes de logistique avec vous? Est-ce qu'il ne serait pas temps de voter un contrat plan État-région qui renforce le fret? Ça, c'est l'agissement, c'est comme ça qu'on agit au global. Je ne verrai rien de tout ça, parce que moi, je ne serai plus élu la fois suivante, mais ce n'est pas grave. On aura impulsé avec un choix avec l'État et la région le fait qu'on va basculer sur du fret. Et ça, on le fait que vous le vouliez ou non, de façon à imposer que tous les acteurs se mettent autour de la table en se disant il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à comment on fait du fret sans passer forcément par du plein camion. Voilà. Je précise juste que chez BSC, on est très content si, si le fret passe par le ferroviaire, bien évidemment. Nous pour bien repréciser, on ne représente pas les transporteurs. Justement, on n'est ni fédération de transporteurs routiers. Au contraire, on a chez nous de l'industriel, du transporteur, du logisticien, du distributeur, tous les maillons de la chaîne, et on a bien vocation, nous, à travailler sur des chaînes logistiques qui soient, encore une fois, compétitives, durables, etc. Nous, si on fait moins de camions, voire si on fait moins de transport global, parce qu'on est plus sobre, parce qu'on a développé le circuit court, parce que, etc., on est les premiers contents. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, on va dire, les chaînes logistiques, encore une fois, qu'elles soient intelligentes, intéressantes, compétitives pour les acteurs bretons et pour le territoire. Donc si oui, on arrive à redévelopper une plateforme de transport combiné à Morlaix ou sur le port de Brest pour desservir le territoire et aller au-delà du territoire, au contraire, on y travaille. C'est long. Mais d'ailleurs, sans vouloir dévoiler des choses qui ne sont pas dévoilables, il y a une feuille de route en cours de finalisation à laquelle vous avez participé et qui a très largement associé
et les collectivités locales et les acteurs économiques pour essayer de se donner un peu des principes d'action, enfin plus que des principes d'action, des objectifs pour avancer sur cette question du déplacement, de la mobilité de manière générale. C'est ça, ce qui est appelé la mobilité des biens et des marchandises. Ce sera la version du fret, version bretonne. Oui, alors encore une fois, elle est pas validée. Elle sera normalement votée d'ici 15 jours. Donc je vais pas, voilà, mais elle a très largement circulé et toutes les parties prenantes ont été associées. C'était effectivement une volonté côté région Bretagne et côté service de l'État en région de prendre en compte ces sujets logistiques et de construire une feuille de route partagée. Donc il y a un travail qui a été fait, auquel on a pris part en animant effectivement les débats, qui a rassemblé les différentes collectivités bretonnes qui étaient invitées à participer, les différentes filières, que ce soit l'agroalimentaire, le bâtiment, les fédérations de transporteurs. Donc on a associé tout le monde dans la construction de cette future feuille de route qui comprend à date une trentaine d'actions autour de la compétitivité, de la décarbonation, de la territorialisation et de la connaissance. Et je pense que la vision de la région et des services de l'État était de dire c'est bien ce collectif-là, tous ensemble, associant territoire et acteurs économiques, avec lesquels on doit poser un constat et derrière construire un plan d'action partagé où chacun prend sa part. C'est le discours en tout cas qui est porté aujourd'hui côté région et côté État, de dire en ces temps contraints, l'État ne peut pas tout, la région ne peut pas tout, et il y a des leviers qui sont à la main des entreprises et il y a des leviers qui sont à la main des collectivités. Donc mieux vaut travailler encore ensemble pour développer des choses. Et dedans, effectivement, on y retrouve des actions pour développer le ferroviaire, pour redévelopper le maritime qui, sur un territoire comme la Bretagne, atteint 4,5% des tonnages. Il y a peut-être un peu plus à faire au niveau des ports bretons. Il y a des questions de compétitivité, il y a des questions de mutualisation des flux, il y a des questions d'attractivité des métiers, il y a des questions, enfin voilà, les questions autour de la logistique sont multiples et encore une fois, mieux vaut les travailler un peu à la bretonne de manière intelligente, collective, réaliste. On sera pas forcément, enfin voilà, les acteurs ne seront pas forcément tous d'accord, mais en tout cas, on arrive à un consensus et on avance, quoi. Et encore une fois, ces enjeux logistiques, enfin, logistique au sens large, hein, pour la Bretagne, ils sont, enfin voilà. Encore une fois, je suis industriel finistérien, j'ai tout intérêt à aller à Orléans ou à Tours, ce sera beaucoup plus simple pour moi, quoi. Et c'est pas l'objectif, je pense. Tout à l'heure, dans la présentation de l'étude du Shift, Valérie a insisté sur la question des emplois et des compétences, forcément. Effectivement, la question des compétences, c'est un levier qui est identifié comme, qui est très souvent cité pour réussir le changement de modèle auquel on est confronté, tout en reconnaissant, en disant tout le monde en parle, mais on ne sait pas bien comment faire sur la question des compétences. Enfin, c'est une question qui est difficile. Je me tourne vers vous, Sylvia, pour voir un petit peu comment vous traitez cette question-là à l'échelle de Maison Cadieux et comment ça fait partie finalement du changement culturel qui est nécessaire à opérer. Donc, comment ça se manifeste, notamment sur vos équipes qui sont en charge du commercial et dont le métier, avant tout, c'est de vendre plus. Donc, comment on fait tout simplement avec ce type de profil et qu'est-ce que ça veut dire pour ces métiers-là d'intégrer les enjeux de décarbonation ? C'est sûr qu'on est dans un modèle, après le confinement, on a toujours fait plus. On a fait une croissance de plus 50%. Donc là, pour les commerciaux, c'est royal. C'est leur paye. Hein. Donc plus de portail, plus de produits, c'est génial. Donc il y a une acculturation vraiment de tous nos collaborateurs qui est passée. Il y a 3 mois, on a mis 120 collaborateurs, donc principalement la force commerciale, les managers de tout niveau, dans un programme de formation The Week. Donc c'est 3 épisodes en fait, c'est en forme de U. Le premier épisode, c'est vraiment où on en est arrivé, c'est la catastrophe, on va tous mourir. Le deuxième, c'est pourquoi on en est arrivé là.
Et le troisième, c'est vraiment le rebond du U. Qu'est-ce qu'on peut faire tous, chacun à notre niveau, pour autant dans la société, dans l'entreprise, qu'individuellement, pour rebondir et prévoir l'avenir meilleur. Déjà, on a fait ça, donc 3 séances d'une heure, une visio de 1 heure en groupe d'une 12aine de personnes et une demi-heure après de partage sur la colère qu'on a ressentie au premier épisode. Le deuxième, on commence à avoir un peu de l'espoir. Et le troisième, on commence à imaginer des solutions. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est il y a 3 semaines. On a fait à toute notre force commerciale, donc une trentaine de commerciaux qui sont aux 4 coins de la France. On les a fait venir à Locronan et on a fait venir Christiane Génie, qui est une spécialiste de la perma-entreprise, donc qui vient de la permaculture. Donc préserver les hommes, préserver la terre et avoir un équilibre joyeux de notre écosystème. Ça a été assez transformant. Donc le matin, ça a été un peu qu'est-ce qu'on nous fait venir ici. C'est un peu le monde de oui, Maison Cadieux. Et puis l'après-midi, on les a mis tous à créer le système de demain, un modèle régénératif, en leur expliquant vous allez créer, vous, les services de demain, comment faire pour produire moins, mais comment donner plus de valeur, plus d'usage à nos produits. En fait, ils sont hyper créatifs. Et quand ça vient d'eux, c'est sûr que dans 2-3 ans, quand le modèle il sera construit avec nos fournisseurs, avec nos clients, ils vont y aller et ils vont avoir du plaisir à vendre les services. Donc, ils ont proposé des centres de formation, des collaborations avec nos clients pour vendre des services d'entretien, que nos clients génèrent plus de valeur avec des services d'entretien qui leur permettent d'étendre des garanties, donc produits plus durables, donc moins d'impact aussi. L'alu, moins d'impact, on n'est pas sur des produits qu'on jette d'alu, on est sur des produits avec des garanties de 30 ans. Et en fait, ils ont imaginé un système de demain, mais incroyable, alors qu'en venant le matin, ils étaient tous où on nous amène encore. Pourquoi on ne nous présente pas nos objectifs du prochain quadrimestre et combien on va gagner avec nos primes ? Incroyable, le soir, comment ils étaient joyeux et qu'ils avaient créé eux-mêmes un modèle de sobriété vraiment heureuse, en fait. Et là, notre prochaine étape, c'est Christiane revient pour 120-150 collaborateurs, faire de nouveau faire le parallèle entre permaculture, perma-entreprise pour vraiment acculturer une majorité de collaborateurs et que ça descende chez nos 700 collaborateurs et avoir vraiment des actions et une ligne directrice, une vision unanime. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on met le doigt sur le fait que ça doit venir des gens qui sont concernés. C'est évident. Parce que sans eux, c'est juste pas possible de transformer l'organisation. Et qu'en plus, il y a une envie. Que finalement, face à une question qui peut paraître pas facile, voire pénible, parce que ça questionne beaucoup de choses, finalement, on réussit à sortir par le haut et par l'envie de faire quelque chose parce qu'on est tous ensemble et que finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles à faire. Ça fait partie aussi, on est tous organisés en culture lean management, que ce soit dans l'administratif que dans l'usine. On est moitié administratif, moitié usine. On est presque aujourd'hui plus une société de service qu'une société qui produit finalement. Et c'est vrai qu'on a cette culture à travers le lean management que si on ne bouge pas tout le monde de toute la strate et de tous les services, en fait l'entreprise elle ne bougera pas. Donc c'est vraiment très important d'amener tout le monde, même ceux qui pourraient être les plus contre. Il faut surtout que ce soit eux qui amènent les autres. Vous vouliez réagir ? Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, ce qu'on ne peut pas faire dans la puissance publique, c'est qu'on ne peut pas agir sur le cœur de production à l'intérieur du métier. On ne se situe pas là. Donc je trouve ça très inspirant de voir comment vous, à l'intérieur de la machine, vous aussi vous emparez de ça. Mais moi, sur la notion d'emploi, quand on est sur la puissance publique, c'est toujours l'idée d'appairer le bassin, la compétence individuelle avec la capacité agissante de l'entreprise. Et dans les deux sens, hein. On voit bien que l'entreprise perd des emplois parce qu'elle n'est pas attractive, et c'est pas l'inverse. Donc on a besoin de corréler les deux, et on a tiré un fil il y a quelques années en partant de l'ESS. On a tiré un fil, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est d'aller chercher tout ce qui est l'économie circulaire et les territoires, et tout ce qui est
les territoires économes en ressources. Parce que finalement, à l'intérieur d'une zone d'activité, c'est permettre de recréer aussi de la création de valeur et tout en étant ultra bénéfique là-dessus. Et on s'aperçoit que nos territoires sont pauvres en formation là-dessus, pauvres en compétences, pauvres en connaissances. Et si la machine publique n'amorce pas, en créant le réseau, les connaissances, il y a déjà souvent des acteurs qui sont présents, mais il faut les unifier, créer une forme de réseau, de culture et de formation. Si on n'amorce pas ça, ça ne se met pas en marche. Et on a remarqué ici que sur le secteur du textile, en tout cas, sur celui-ci, il y avait suffisamment d'acteurs dissociés les uns des autres pour créer ce réseau, créer un semblant d'économie structurée, la formation qui va avec, et surtout, ce qui pour moi, acteur politique, est très important, pour aller chercher des emplois potentiels au travers des publics qui en sont éloignés. Et moi, je ne parle pas de social, hein. Je parle de production de valeur. Quand une personne est utile, elle est agissante et qu'elle peut participer de cette création au sein d'une économie d'entreprise, je n'ai jamais rien calculé, mais j'imagine que ça coûte moins à la société quelque part. Donc, en agissant sur les personnes éloignées de l'emploi, en les introduisant dans ces nouvelles filières, qui sont des filières qui sont extrêmement manuelles souvent, dans lesquelles le savoir il est lié à un apprentissage relativement simple, mais qui produit, j'ai l'impression qu'on redensifie, qu'on intensifie, et qu'on est un peu dans le rôle de la puissance publique, quoi. On va se diriger vers la conclusion de cette table ronde. J'ai pas l'heure avec moi, mais je pense qu'il faut. Je voudrais donner le micro, redonner le micro à Valérie pour de savoir de tous ces échanges, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, avec votre regard de shifteuse et avec cette vision très physique qui est portée par le shift. Et, qu'est-ce que vous avez pensé de ces différents échanges? Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce qu'on va dans le bon sens? Je suis presque inquiète du caractère trop consensuel de la table ronde. Hein? Attention aux effets de séduction. Plus sérieusement, je pense que la table ronde a montré qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention et qui sont tous utiles et qui sont tous articulés. Au sein d'une entreprise, à un moment donné avec un collectif d'entreprise, au sein d'un secteur et avec la puissance publique. C'est une conviction, on l'a démontré, je pense que là ça a été relativement bien démontré, avec peut-être quelques points de vigilance, ou en tous les cas quelques conditions de favorisant. Je pense que le changement n'est possible quand il y a des lieux où on est à la fois confronté à de la rigueur intellectuelle, mais on est en sécurité. C'est-à-dire qu'on peut se questionner et vivre le moment de déprime, parce qu'on vit tous des moments de déprime quand on travaille ces choses-là, que si on peut l'exprimer et la vivre sans être agressé. Voilà, juste ce petit élément-là qui est un élément de méthode. Deuxième élément, effectivement, il faut des temps et des lieux où l'intersecteur et où la chaîne globale puisse là aussi travailler. Ce qui suppose quelqu'un, soit les représentants des branches, soit la puissance publique, qui crée ces lieux. Hein, sinon, voilà. Troisième élément, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Monsieur le Vice-président, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des éléments qui sont, je dirais, purement la puissance publique pour permettre la mise en ligne et la mise en marche de tout ça. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, avec toujours un regard qui est quel est l'objectif et quels sont les leviers majeurs. Il ne faut pas se perdre dans les détails. On a des facteurs qui sont plus importants, c'est une espèce d'acupuncture, c'est-à-dire qu'il faut une vue globale, il faut une précise, et à un moment donné, on fait le choix. Si on se dit que c'est la mobilité qui est déterminante, l'argent est rare, faire attention. Dernier élément, pour moi, c'est la question de l'altérité de manière générale. Hier, j'ai discuté avec des militaires et les militaires me disaient mais on ne s'attendait pas à avoir des drones fabriqués avec des moteurs de mobylettes. Hein. C'est-à-dire que par moment, comme ça, il est bien aussi de vérifier dans nos lieux qu'on n'est pas dans l'entre-soi, qu'on est aussi dans la capacité à entendre des choses innovantes, nouvelles, ce que vous avez vécu aussi avec vos salariés, pour se donner les chances de bien ouvrir notre regard. Juste ça. Merci beaucoup à tous les quatre. Je me permets aussi un mot de conclusion. Je trouve qu'au travers des différentes expériences et témoignages qui ont été donnés ce matin, ça ne nous donne pas forcément un chemin, mais ça nous montre qu'on n'est pas sans ressources face à cette question, cette épineuse question qui effectivement est un peu vertigineuse parce que ça remet en cause le modèle par lequel on s'est développé ces dernières décennies.
Mais je trouve que, notamment le témoignage de la Maison Cadieux montre qu'à la fois, on n'est pas dans une vision complètement catastrophiste de l'état du monde, ni dans une vision complètement bisounours. L'objectif de l'entreprise restera, enfin, quand bien même, c'est très bien si vous la portez au niveau de BSC. Je suis avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que la vocation de l'entreprise reste de créer de la valeur et reste d'avoir une certaine rentabilité économique sans laquelle il n'est pas possible d'assurer un développement et de maintenir les emplois qui permettent de faire vivre les territoires. Et quand bien même ça pose des questions extrêmement structurelles sur le modèle, sur qu'est-ce que je vends finalement à la fin quand je suis une entreprise, il est possible de trouver des axes, enfin en tout cas c'est ce à quoi vous vous attelez, de réussir à trouver des axes de création de valeur pour maintenir, maintenir ces emplois finalement et maintenir la vivacité des territoires. Donc je pense que des maisons Cadieux, il y en a probablement dans tous les territoires. Donc charge à vous, développeurs éco qui connaissez sur le bout des doigts vos entreprises sur votre territoire, d'aller les trouver, de les mettre en lien et finalement de réussir à commencer à construire cet espace de dialogue dont parlait Valérie pour tracer les nouveaux chemins de prospérité sur chacun de vos territoires. Merci beaucoup. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de prendre des questions. Si ou pas? Non, désolée. Mais merci beaucoup de votre attention. Et puis merci encore à vous quatre de vous être prêtés à l'exercice ce matin. On a une petite pause là et ensuite on reprend à 10h45. Si vous ne vous souvenez pas de l'atelier dans lequel vous vous êtes inscrit, c'est indiqué au dos de votre badge le nom de l'atelier ainsi que la salle dans laquelle il se trouve.